Vous anticipez ma prochaine question. Non, mais c'est très bien, parce qu'on s'est rendu compte en 2014, le règlement IDAS a unifié justement le positionnement juridique au sein de l'Europe concernant la signature. L'Allemagne, sur la blockchain, est favorable à un cadre international et au moins européen, et la France. Aujourd'hui, la France ne s'est pas clairement exprimée sur le cadre qu'elle souhaitait. Il va y avoir, j'espère, dans le cadre de la loi Pacte, des dispositions qui concernent les ICO. Et visiblement, j'entendais le gouvernement qui annonçait plutôt les mesures de fiscalité sur le Bitcoin, plutôt à la loi de finances pour 2019. Je pense que c'est trop tard. Je pense qu'il faut se saisir de la loi Pacte qui va avoir lieu à l'été pour pouvoir légiférer. Parce que ça va très 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 vite et la délocalisation des entreprises se passe très très rapidement. Maintenant, l'échelon européen est nécessaire de façon générale d'un point de vue numérique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait enfin une vision européenne conquérante en matière de numérique. Le RGPD est la première brique, parce que c'est la première fois qu'on a un règlement européen. Avant, c'était des directives, sauf dans le domaine des télécoms, mais en règlement européen qui vient structurer les valeurs européennes à l'heure du numérique. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans notre ambition de souveraineté numérique à l'échelle européenne. Notamment, moi je pense qu'on doit maîtriser et se donner une ambition au niveau européen de maîtriser la filière de production des données qui va structurer, les données vont structurer toute notre économie humaine et plus largement le fonctionnement de notre société. Et donc il faut qu'on puisse à un moment reprendre la main sur la filière de production des données. Pas forcément d'un point de vue service, parce que je ne suis pas naïve. Je ne pense pas qu'on va faire un Google ou un Facebook demain en France. En revanche, on peut consolider notre industrie de microprocesseurs, qui se rétablit avec ST Microélectronique par rapport à il y a quelques années. Mais il faut peut-être mettre des fonds de recherche dans ce domaine-là au niveau européen pour être sûr d'avoir une filière de microprocesseurs dans les domaines clés. Je pense qu'il faut avoir et mettre de l'argent en termes de recherche pour récupérer des capacités à avoir une industrie cloud pour nous, et idem pour les équipements de réseau. Voilà, c'est ça que je veux dire, maîtriser l'infrastructure de production de données. Ça, c'est l'enjeu de notre souveraineté, hein, parce que moi, je suis assez inquiète de me dire que ce soit les Américains ou peut-être les Chinois, le jour où ils connaissent tout du fonctionnement de tous les citoyens européens et tous les Français, je me demande comment on assure notre propre avenir et notre propre sécurité. Pas que d'un point de vue économique. C'est pas qu'un enjeu économique. C'est très difficile de parler aux autres pays européens pour leur faire comprendre que la conquête du numérique, sous forme peut-être d'un certain protectionnisme au niveau européen, c'est d'abord un enjeu de souveraineté de l'Europe, des citoyens, voilà. Et c'est très compliqué d'aligner la pensée des Espagnols avec celle des Suédois, par exemple, en passant par la France. C'est dommage. Le RGPD, justement, sur le plan européen, a engendré beaucoup de modifications sur la gestion et le traitement des données, avec une idée maîtresse qui est justement de limiter ces données, de limiter leur conservation, de limiter l'accès à ces données. La blockchain fait tout l'inverse. Comment on va s'en sortir ? Elle ne fait pas tout l'inverse sur les données personnelles. Mais sur le registre, en tout cas. Elle ne fait pas tout l'inverse sur les données personnelles. Le RGPD concerne les données personnelles. La difficulté avec la blockchain, c'est de se dire que rien n'est effaçable sur la blockchain. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez mis une information, ce n'est pas effaçable. Moi, je suis convaincue que l'évolution de la technologie blockchain va prendre en compte le besoin de droit à l'oubli. Ça sera pas, on n'ira pas effacer, on ira peut-être crypter derrière. On trouvera une mesure pour permettre à l'individu ou un certain droit à l'oubli que l'individu pourra exercer lui-même, comme il pourrait le faire en fait dans la vraie vie. Ni plus ni moins. Il ne s'agit pas d'aller gommer l'histoire. Il s'agit que quand moi je mets un papier au feu, il brûle.
Et si j'ai envie qu'une donnée que je maîtrise et qui m'appartient à moi, ou si je jette un disque dur, les données qui sont dedans, ils n'ont plus existé. Donc ça, je pense que ce besoin humain, il doit être pris en compte, et je fais confiance à la technologie pour trouver la solution technique pour le prendre en compte. Je me trompe peut-être, hein. Je dirais peut-être... Alors, non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, l'essence de la blockchain, c'est d'avoir une immuabilité dans le temps. Et donc, a priori, on ne va pas pouvoir effacer les données qui se trouvent dans la blockchain, ce qui rend un grand service dans tout ce qui concerne la traçabilité et ce qui va à l'encontre du RGPD. Par contre, vous avez raison, des technologies existent d'ores et déjà pour inscrire dans la blockchain des informations qui vont être des informations anonymisées ou pseudonymisées, détenues par ceux qui ont été un petit peu chahutés dans les années 2014-2015 dans les forums, que sont les tiers de confiance. Aujourd'hui, vous pouvez très bien, au travers des tiers de confiance, inscrire des informations de façon pseudonymisée dans une blockchain, et ce tiers de confiance détient, au titre du RGPD, la réconciliation entre la donnée inscrite dans la blockchain et l'identité ou la donnée personnelle qu'elle concerne. Donc oui, vous avez raison, les solutions vont exister, existent déjà. Par contre, si on met son nom directement en clair dans une blockchain, là, pour l'effacer, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà, sur le RGPD, la notion de données personnelles doit être traitée en amont par l'opérateur de traitement. Et sur les smart contracts, justement, Anna, ce que disait tout à l'heure, c'était ni smart ni contrat. Comment on va établir la responsabilité en cas de non-exécution de contrat ou d'exécution partielle? Comment on va s'en sortir? Alors, ça c'est le grand débat, mais qui n'est pas neuf. Depuis que l'informatique existe, on s'est demandé si une erreur d'un programme était de la responsabilité de l'utilisateur, de l'éditeur, de l'ordinateur, du développeur. Il y a plusieurs couches logicielles là. Parce que là, il y en a pléthore. Donc c'est un débat qui mérite d'être posé, par contre, parce qu'on ne peut pas, à l'image des États-Unis, dire code is law. Ça n'est pas cohérent avec une vie en société. Par contre, le débat doit être posé, puisque effectivement une erreur sur un smart contract qui aurait des conséquences qui vont au-delà du remboursement d'un tiers du prix d'un billet d'avion, il faudrait trouver des responsabilités. Et aujourd'hui, on applique purement le code international ou le code commercial en France sur ce type d'erreurs qui ne se sont pas trouvées comme des cas présents dans les différentes expérimentations, mais qui pourraient le devenir. Notamment lorsqu'on utilise au travers des smart contracts les oracles. Donc les oracles, ce sont eux qui vont donner une information, un paramètre, qui vont déclencher l'action du smart contract. Pour reprendre l'exemple d'AXA, les heures de décollage et d'atterrissage de tous les avions du monde sont consignées dans une base de données unique qui est référente pour l'ensemble des compagnies aériennes. Donc on considère que cet oracle-là est valable et fournit une donnée que l'on peut utiliser comme déclencheur d'un paramètre. Que se passe-t-il demain si cet oracle se trompe? Que se passe-t-il si quelqu'un vient hacker un oracle? Alors, concernant le prix du billet d'avion, ça sera un problème commercial. Si on applique ça à la citoyenneté, à l'état civil, comment garantir que l'oracle qui va donner la validité de l'état civil n'a pas été hacké ou ne va pas déclencher des actions qui peuvent être beaucoup plus perturbatrices que 30% d'un billet d'avion. Donc ça, effectivement, les smart contracts, qui en a la responsabilité, c'est quelque chose qui doit être défini, ou plutôt clarifié, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de définitions législatives, mais qui doit être clarifié dans le contexte de la blockchain. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Sur la partie état civil, pour moi, c'est pas forcément un oracle, parce que ça va plutôt être sous forme d'une blockchain classique, en fait. Oui, non, mais l'oracle pour est-ce que la personne est décédée, par exemple? Est-ce que la personne a tel ou tel droit? Est-ce que la personne habite bien en France? Est-ce qu'elle est bien inscrite sur les listes électorales? C'est des choses comme ça qu'on va tout confier aux oracles.
Oui, oui, l'état civil lui-même va être inscrit, c'est l'intérêt qu'il soit inscrit dans la blockchain. Et les smart contracts et les différentes évolutions et les expérimentations qui sont faites actuellement prennent en compte la réappropriation des données par le citoyen, qui pourra, de son smartphone, déclencher l'autorisation de consultation de son identité, de son âge, de son adresse, en fonction des besoins qui lui seront demandés par l'entreprise ou l'administration. Alors là encore, il y a des difficultés juridiques, certainement, qu'il faudra régler. On l'a vu, les gains en capital, vous l'avez dit tout à l'heure, n'en sont pas, là c'est sur le plan fiscal. Une levée, un ICO n'est pas considéré comme une levée. Il y a des problèmes quand même qui sont encore réglés. Il y a aujourd'hui des problèmes. La SNCF a reculé. Le Bitcoin, en fait, n'est pas considéré dans la comptabilité des entreprises. Donc, ça pose toutes les questions que vous soulevez. La SNCF et d'un autre côté, les ça. ICO, il y a besoin d'un peu plus de transparence aussi vis-à-vis des citoyens sur les ICO. Hein, parce que, et pareil sur les plateformes Bitcoin. Moi, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait escroquer sur des fausses plateformes Bitcoin, mais comme une escroquerie classique. Mais ça a été une telle embellie, en fait, l'hiver dernier autour du Bitcoin, que les gens qui y ont été sont bien regardés ce qu'ils faisaient, quoi. Et pareil pour les ICO, il faut amener un peu de... Enfin, aussi rassurer, amener des informations, faire de la pédagogie, amener un peu de label, amener un peu de confiance vis-à-vis, voilà, de sérénité, de confiance vis-à-vis de ces univers-là. Et le législateur va intervenir prochainement pour régler certains problèmes? Alors, je pense que la reconnaissance des ICO, ça va être fait dans la loi Pacte. C'est ce qui est prévu, je ne sais pas exactement le cadre juridique qui est prévu, je n'en ai pas encore connaissance. Et le débat sur la fiscalité, moi j'aimerais beaucoup que ça se fasse dans le projet Pacte, là, sur le projet de croissance des entreprises, mais c'est annoncé plutôt à la fin de l'année dans la loi de finances pour 2017. Et nous-mêmes, nous allons remettre notre rapport en septembre-octobre, et je pense que, tel que je le vois, on va identifier certains autres domaines en dehors du domaine financier où il y a besoin de changer des bouts de loi pour pouvoir faire des expérimentations. Parce qu'aujourd'hui, on a certaines rédactions juridiques dans le texte de loi qui empêcheraient en fait tout simplement l'utilisation d'un registre décentralisé comme preuve ou comme registre. Quand vous avez typiquement dans le texte de loi un registre unique, si c'est dans la réglementation, dans un décret ou dans un texte de loi, vous allez avoir aucune start-up voulant tester un produit ou un service à base de blockchain qui va se développer en France. Voilà. Il faut mettre soit un contexte d'expérimentation, si on se dit il faut juste faire de l'expérimentation parce que c'est trop dangereux aujourd'hui d'aller changer le texte de loi sans faire d'études d'impact complémentaires bien poussées, soit carrément modifier les dispositions législatives parce que ça a été rédigé comme ça à un moment donné, parce qu'on n'imaginait pas d'autres solutions en fait. Le Ghana a fait son cadastre sur la blockchain, c'est possible en France? Alors, est-ce que ça marche vraiment, cette histoire? Il faudrait que j'aille au Ghana voir, on va se renseigner dans le cadre de la mission pour savoir si les annonces qu'a fait le Ghana sont réellement opérationnelles et si ça marche. Mais oui, le Ghana, ça pourrait être une des opérations portées par la blockchain. Le cadastre, ça marche. Techniquement et en théorie, mais en théorie est un pays où je vivrai plus tard, puisqu'en théorie tout va bien. Donc en théorie ça fonctionne. Ensuite, la blockchain, encore une fois, c'est une technologie qui est mue par des hommes et par un contexte réglementaire, et dans le cadre du Ghana, par un contexte historique qui fait que d'abord il n'y a pas de cadastre au Ghana aujourd'hui, hein, c'est un mot, c'est quasiment un gros mot, ça n'existe pas. Donc il faut déjà que les populations s'approprient la notion de cadastre,
Pour nous, ça nous paraît évident parce qu'on baigne dedans depuis un certain corse. Donc, on a l'habitude de ces notions-là. Techniquement, inscrire le cadastre dans la blockchain, c'est par essence fait pour ça. La blockchain permettra à tout à chacun de consulter quelle parcelle appartient à quelle personne, sous réserve des données personnelles. Donc techniquement, ça sera parfait. Maintenant, est-ce que la population va s'approprier avant la blockchain la notion de cadastre? C'est encore autre chose. Et là, c'est une mission beaucoup plus pédagogique à mener prioritairement par les politiques en place au Ghana pour expliquer comment rationaliser, comment effectuer un comptage des parcelles, que ce soit agricole, que ce soit urbaine, etc., à l'ensemble de la population. Mais oui, techniquement, le cadastre, c'est une des applications qui presque est née pour la blockchain. Ou la blockchain est née pour cette application-là. Comme d'autres registres, les cartes grises, tout ce qui est registre. Tout ce qui est de nature Il y a un constitué par un registre. Il y a un travail au ministère des Transports pour les cartes grises actuellement et ils veulent faire une expérimentation sur l'utilisation de la blockchain pour les échanges de cartes grises. Pour le registre des cartes grises et les échanges. Et là, objectivement, l'échange de voitures, c'est quelque chose qui est très 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 courant, encore plus que le mobile, ça nous arrive plusieurs fois dans notre vie. Et si on pouvait se passer à la préfecture, ça serait aussi bien. Oui, oui, et alors dans le monde automobile, on a aussi le carnet d'entretien, le fameux carnet d'entretien, qui est un peu l'historique de la vie du véhicule, que l'on a porté sur la blockchain dans différentes expérimentations, et les deux grands constructeurs européens l'ont fait, enfin, français l'ont fait. Ça nous a permis de lever énormément de verrous, puisque on a fait ça au travers d'une institution qui est l'IRT systémique. De lever des verrous techniques, de lever des verrous législatifs, et notamment de lever les verrous liés aux données personnelles, puisque, chose que l'on a découvert, le VIN, donc qui est le numéro d'identification du véhicule, est une donnée personnelle, au sens de la CNIL. Donc voilà, ce sont des verrous qu'il faut faire sauter ou contourner, et qui là reprennent le côté législatif, puisqu'on identifier un véhicule, il y a déjà un numéro qui existe, qui est quand même très pratique, et on ne peut pas l'utiliser pour des raisons de données personnelles. Donc là aussi, il y a peut-être des... Ah oui, mais oui, je suis navré de... Comme le numéro NIR, qui n'est pas utilisable, puisque c'est une donnée personnelle sensible. Et justement, la CNIL, l'ANSSI, vous les avez rencontrés certainement dans votre mission? La CNIL pas encore, et l'ANSSI non plus. Donc, parce qu'on a commencé sur les cas d'usage, et on a commencé les auditions d'abord par des chercheurs, des scientifiques, des juristes, le monde financier. Là, on est sur d'autres cas d'usage maintenant. Et en fait, on va voir les institutions sur le numérique après, pour qu'ils nous disent quels sont les verrous, et puis nous, on va dire il faut les faire sauter ou pas. Mais on a préféré faire les auditions dans ce sens-là.